Sorcières et sorciers, bienvenue, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et les pourquoi du comment, ceux qui sont dedans comprendront, magie du chaos. En gros, j'ai des va-et-vient de moments où je suis inspiré, d'autres moments où je le suis pas du tout. Et ça fait en sorte que on sait jamais quand je vais sortir une vidéo. À votre plus grand malheur, j'imagine. Mais moi, je suis mes propres vagues. Alors de quoi je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous parler des égrégores et des esprits pensés. Je tenais à parler de ces deux sujets-là dans la même vidéo parce que vous verrez que les principes sont extrêmement proches. Mais pour commencer, des petites définitions feraient un peu de bien. Déjà, les égrégores ou principes égrégoriques, c'est quand quelque chose d'énergétique naît d'une croyance de plusieurs personnes. Par exemple, si demain, une dizaine de personnes commencent à croire au dieu des abeilles, ce dieu des abeilles-là commencera à exister en tant qu'égrégore. Et évidemment, plus une croyance est répandue et plus l'égrégore est fort. Et alors, qu'est-ce qu'un esprit pensé? Un esprit pensé, ça va être un esprit qui va commencer à naître de votre propre volonté. C'est-à-dire qu'avec votre imagination et votre énergie, vous allez créer cet esprit-là. Alors vous verrez, quand j'en parlerai un peu plus, que c'est pas forcément un esprit, mais ça peut être aussi par rapport à vos lieux de visualisation. Mais du coup, c'est le même principe qu'un égrégore, sauf que là, ça ne tient que d'une seule personne. Pour reprendre le premier exemple, si notre fameux dieu des abeilles n'a qu'un seul adepte, ce sera un esprit pensé. Et ça devient un égrégore à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui y croient. Et du coup, plongeons un petit peu dans ces deux sujets qui sont assez vastes et complexes, et nous commencerons par les égrégores. Et nous continuerons quand Gaïa aura décidé d'arrêter d'aller dans sa litière. Donc je rappelle le principe, les égrégores c'est une croyance de plusieurs personnes. Donc le fait que plusieurs personnes alimentent une croyance, ça fait une création énergétique. Ça provient du coup des différentes pensées, des différentes imaginations et des différentes foi. Mais du coup le principe d'égrégore existe sur bien des sujets. Par exemple, si on prend la fiction, imaginons on prend l'univers de fiction d'Harry Potter. Je prends cet exemple là parce que c'est celui qui est le plus proche de la sorcellerie. Tout cet univers là existe en tant qu'égrégore. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'imaginent dans leur tête, que ce soit en lisant les livres ou en regardant les films. Du coup, cet univers de fiction est alimenté par plusieurs images créées par beaucoup de personnes, et par ce fait-là, devient un égrégore. Comme d'ailleurs tous les personnages de fiction qu'on connaît. Harry Potter est un égrégore, Hermione est un égrégore. Et on peut aller bien plus loin. Attention, cachez les enfants qui croient encore au Père Noël. Le Père Noël est un égrégore. Tout ce qui est fictionnel et connu de plusieurs personnes deviennent alors des égrégores, que ce soit des univers, des lieux ou des personnages. Et je ne vais pas continuer la liste parce que sinon il y en aurait des millions. En gros, tous les personnages de fiction sont des égrégores. Mais après, ces égrégores-là, ils n'ont pas de but précis à part être dans l'imaginaire de plusieurs personnes et d'alimenter une histoire. Si on fait naître une divinité en tant qu'égrégore, elle aura un but précis. Si on reprend notre fameux exemple du dieu des abeilles, ce dieu des abeilles-là va être relié aux abeilles et va sûrement avoir un but. Sauver les abeilles, polliniser, faire du miel, etc. etc. Mais il y a plein d'égrégores qui sont nés au fur et à mesure du temps. Par exemple, il y a une religion qui s'est basée autour des spaghettis. Donc, il y a hypothétiquement un dieu des spaghettis égrégore qui existe. Et c'est sur ce même principe que se basent les sectes. Ou certains gourous qui vont essayer de faire croire en une entité auquel eux y croient et du coup en font un égrégore. Cette entité, on ne sait pas si elle a existé avant ou si elle est née de cette croyance et du coup est un égrégore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe énormément d'égrégores. Et pour aller plus loin, on va parler de la société et des stéréotypes. Et oui, les stéréotypes alimentent des égrégores. Par exemple, le genre est un égrégore. Le genre féminin est un égrégore. Le genre masculin est un égrégore. Ils sont tous les deux alimentés par des stéréotypes qui ne sont pas objectivement vrais, mais la société nous les a tellement imposés que ce sont des croyances qui sont devenues des égrégores. Et des égrégores tellement puissants que ça peut gâcher la vie de plus d'une personne. Car effectivement, si on rentre dans ces égrégores de stéréotypes et de croyances sociétales, je me souviens plus de ce que j'allais dire après, on peut être influencé par ces énergies. Et du coup, c'est là que vient la loi d'attraction. Si par exemple, vous vous entourez que d'hommes qui sont à fond dans les stéréotypes de genre, vous allez être influencé par ces stéréotypes que vous y croyez ou non. Parce que vous serez entouré de cette énergie égrégorique-là qui va vous envelopper. Alors ça va pas faire de vous un gros macho des rues, mais ça va vous influencer profondément. Et pareil pour les stéréotypes féminins si on prend l'autre côté. Mais ça marche pour tout. Ça marche sur le sujet de la pauvreté et de la richesse, de la réussite ou de l'échec scolaire, de ce qui est populaire ou de ce qui n'est pas populaire. Ça marche sur tous les stéréotypes qui existent. Alors effectivement, ça émane de certaines cultures, donc de pays à un autre, ça peut changer. Et du coup, si vous voulez sortir de ces stéréotypes-là, il faut vous éloigner de ces égrégores. Que ce soit consciemment ou physiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes entouré d'un égrégore auquel vous ne croyez pas, vous avez déjà fait le pas
dans le sens où vous allez en sortir. À partir du moment où on conscientise quelque chose, on peut le contrôler. Et du coup, le dernier point sur les égrégores que je voulais aborder, ce sont les égrégores et les déités. Parce qu'effectivement, on est en droit de se poser la question, est-ce que toutes les déités sont des égrégores? Ou est-ce qu'il y en a qui existaient avant et d'autres qui sont des égrégores? Ça, c'est une question sur laquelle je me penche quand je fais des voyages astro, par exemple. Mais la question est très complexe et tout en étant dans un corps physique, donc potentiellement influencé par mon conscient et mon inconscient, c'est compliqué d'avoir une réponse précise. Mais effectivement, c'est un débat sur lequel je me penche énormément. De mon point de vue, et là ça ne vient que de ma propre analyse et de mon propre vécu, il y a certaines déités qui sont là depuis bien avant les hommes et d'autres qui sont des égrégores. Alors là, je ne vais pas dire lesquelles je pense qu'elles sont des vraies déités et les autres ce sont des égrégores parce que sinon je vais me prendre des gens au cul. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que par principe égrégorique, tous les dieux existent. Ha! On fait moins les malins maintenant! Et oui, Jamy, ça veut dire que le dieu unique des chrétiens existe, ça veut dire que les dieux païens existent, qu'ils soient celtes, qu'ils soient nordiques, qu'ils soient égyptiens, qu'ils soient grecs, etc., etc. Mais absolument tous les dieux existent. Alors du coup, il y a les chrétiens ou les monothéistes qui vont s'accrocher au fait que leur Dieu unique a créé la terre, a créé la vie et tout ça, tout ça. Et du coup, de leur point de vue, les égrégores, ce sont les dieux païens. Si on prend le côté païen, ça va être l'inverse. Donc du coup, le principe égrégorique et le fait que tous les dieux existent, ça ne dépend que de son point de vue à soi. Mais gardez à l'esprit que du coup, tout le monde a raison. Et petit PS soit disant passant, faites bien la différence entre mythologie et croyances. Les mythologies existaient pour expliquer des phénomènes physiques qui n'étaient pas expliqués à l'époque. Maintenant, on a la science. Maintenant, penchons-nous un petit peu sur les esprits pensés. Donc je rappelle l'équation, les esprits pensés c'est une personne, une croyance, esprit pensé. Donc les esprits pensés, pour les créer, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça ne tient que de vous et de votre énergie. Ça va passer par les pensées, par l'imagination, et par la croyance interne. C'est-à-dire que vous devrez travailler sur l'image et sur la personnalité de votre esprit pensé pour qu'il soit réellement un esprit pensé. Par exemple, c'est pas en imaginant un personnage comme ça, en claquant des doigts, qu'il va exister. Non, c'est du travail. Les égrégores sont plus simples à créer dans le sens où ça vient de l'énergie de plusieurs personnes, donc c'est concentré. Un esprit pensé, ça va être une personne qui concentre son énergie pour créer un esprit. Et quelle utilité peuvent avoir les esprits pensés? Alors dans la pratique, il y en a plusieurs. Parce que quand vous créez un esprit pensé, vous le créez avec un but précis. Soit pour être votre ami, tout simplement. Soit pour être un réservoir d'énergie pour vous aider dans votre pratique. Soit en tant que protecteur. Soit en tant qu'esprit qui va aller récolter des données pour vous dans l'astral. Il y a plein de possibilités et de buts possibles. Mais du coup, quand vous créez votre esprit pensé, créez-le avec la profonde conviction du but que vous voulez lui donner. C'est-à-dire que si c'est un esprit protecteur que vous voulez créer, gardez la volonté de la protection quand vous l'imaginez et quand vous essayez de le créer. Pour continuer un petit peu sur la création de l'esprit pensé, je vous conseille plusieurs moyens. Déjà, trouvez une façon créative de créer une histoire et un esprit qui vous soit facile. Vous pouvez utiliser l'écriture, vous pouvez utiliser le conte, donc du coup la voix, vous pouvez utiliser le chant, vous pouvez utiliser l'imagination, vous pouvez aussi utiliser le dessin, dessiner son esprit pensé. Plus vous allez tourner votre attention autour de cet esprit pensé, et plus il va émerger. Donc donnez un maximum de vous-même là-dedans. Une autre différence avec les égrégores, c'est qu'un égrégore, ça vient de la croyance de plusieurs personnes, donc vous ne le contrôlez pas. À l'instar d'un esprit pensé que vous allez totalement contrôler. C'est-à-dire qu'un esprit pensé, ce n'est pas une âme à part entière, c'est un esprit qui dépend de votre énergie, donc de vous. C'est vous qui décidez de l'alimenter en énergie, donc qui décidez s'il vit ou non, et c'est vous qui décidez de son but. Alors au fur et à mesure du temps, et si le travail est complexe et précis, peut-être que l'esprit pensé va développer sa propre personnalité. Après, ça reste à vous de savoir si vous voulez le garder ou non. Et on peut faire en sorte que son esprit pensé devienne une âme, mais ça c'est un travail beaucoup plus complexe et donc je ne parlerai pas sur les réseaux. Tout simplement parce que c'est très complexe et c'est pour des gens un peu plus avancés. Parce qu'on peut très vite être bouffé par ce travail-là. Et du coup, peut-être que vous l'avez deviné tout seul, mais les amis imaginaires des enfants sont donc du coup des esprits pensés. Donc quand votre gamin vous dit qu'il voit un éléphant rose à côté de lui et que c'est son ami imaginaire, il a très certainement raison. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, un esprit pensé est dépendant de celui qui le crée. Donc il n'ira jamais au-delà du cadre qu'on lui a donné et ne fera jamais de mal à la personne qui l'a créé. Surtout si c'est un enfant. Parce qu'un esprit pensé d'un enfant est aussi complexe que la pensée d'un enfant. Donc ça va être un esprit très innocent, très enfantin, très joueur. Et aussi du coup par expansion, le principe des esprits pensés s'applique aussi à des lieux. Quand vous imaginez votre lieu de visualisation, ça devient
un esprit pensé en soi. Du coup, on pourrait appeler ça un lieu pensé. Parce que du coup, votre lieu de visualisation, c'est vous qui l'alimentez, c'est vous qui le créez. Et il n'y a que vous qui le voyez. Donc ce n'est pas un égrégore, c'est un lieu pensé. Ouais, j'aime bien cette appellation de lieu pensé. Par contre, à partir du moment où votre lieu de visualisation dépend d'un univers de fiction connu, attention à l'égrégore. Parce que du coup, si vous voyagez dans le monde de Narnia, par exemple, pour faire de la visualisation, vous pouvez croiser d'autres personnes qui viennent aussi dans le lieu de Narnia pour faire de la visualisation, puisque c'est un égrégore. Et à partir du moment où vous partagez votre lieu de visualisation avec quelqu'un d'autre, ça devient un égrégore aussi. Donc attention au cadre, parce qu'un lieu de visualisation, normalement, c'est pour vous. Normalement, un lieu de visualisation a un but. Soit vous y allez pour trouver la paix, soit vous y allez pour faire du shadow work, soit vous y allez pour faire marcher la loi de l'attraction. Il y a plein de buts précis à un lieu de visualisation. Mais à partir du moment où vous le partagez à quelqu'un d'autre et que ça devient un égrégore, vous perdez tout contrôle sur votre lieu de visualisation. Mais vous pouvez faire un lieu de visualisation spécifiquement pour le partager avec d'autres. Mais encore une fois, attention aux mauvaises énergies que les autres peuvent apporter dedans. Bon, je suis allé peut-être un petit peu vite, donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc du coup, petit conseil que je redonne parce que j'en ai déjà parlé quand je parlais d'égrégores, essayez de conscientiser les égrégores et les esprits pensés qui sont autour de vous et dans votre vie. Ça vous permettra de prendre le contrôle sur eux, parce qu'effectivement, on peut créer un esprit pensé sans faire attention. Et pour conclure, tout ce qui est du principe des égrégores et des esprits pensés fait partie du vaste sujet de la pensée créatrice et de l'imagination. Ça fait du coup marcher la loi de l'attraction, mais aussi la pensée créatrice. Sachez que tout ce que vous avez dans votre tête, que ce soit pensée, idée, imagination, univers, etc., etc., tout ça existe. Donc, essayez de faire en sorte de ne pas créer de choses qui soient néfastes pour vous. Sinon, faites un pas en arrière, prenez du recul, regardez ce qu'il y a devant vous et essayez de vous en détacher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'était le sorcier de la pluie. Au revoir.